Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet absolument fascinant, les stratégies, parfois complètement folles, que les animaux ont développées pour continuer à exister, tout simplement. C'est un vrai voyage au cœur de l'ingéniosité de la nature. Comment la vie fait-elle pour créer encore plus de vie? C'est la question de base finalement. Pour tenter d'y voir plus clair, on va décortiquer ensemble ce grand plan, cette recette universelle qui est à l'œuvre chez la quasi-totalité des animaux. Allons-y, partons à la découverte des secrets du cycle de la vie. Et tout de suite, on voit bien que la réponse n'est pas simple. D'un côté, des grenouilles, un accouplement, c'est assez direct. De l'autre, un papillon et son cycle de vie, avec toutes ses transformations. Ça montre tout de suite qu'il n'y a pas une seule méthode. La nature est super créative. Elle a trouvé plein de solutions différentes pour arriver au même résultat. Alors, voyons un peu comment tout ça s'organise. Voilà le programme. On va commencer par les bases pour être sûr de bien se comprendre. Ensuite, on regardera les ingrédients nécessaires, les différentes manières de les assembler et les chemins que prend la vie pour grandir. Et à la fin, on mettra tout ça ensemble pour voir la vue d'ensemble, le grand plan. Alors, première étape, comment la vie fabrique la vie? Il y a une stratégie qu'on retrouve presque partout dans le monde animal, la reproduction sexuée. L'idée est simple, mais elle est incroyablement puissante. Il faut être deux, un mâle et une femelle, pour créer un nouvel individu, complètement unique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mot-clé ici, c'est combinaison. On mélange les informations génétiques des deux parents. C'est ce mélange qui est génial, parce qu'il crée de la diversité, du neuf. Et c'est ça qui permet aux espèces de s'adapter, d'évoluer. C'est vraiment la fusion de deux patrimoines pour en créer un troisième, tout nouveau. Bon, maintenant qu'on a le concept général, il est temps de zoomer un peu. Allons voir à l'échelle microscopique quels sont ces fameux ingrédients essentiels pour la recette de la vie. Ces ingrédients, ce sont les gamètes. On peut les voir comme les deux moitiés d'un plan de construction. Chaque moitié, toute seule, ne peut rien faire. Mais quand on les assemble, eh bien on a le plan complet pour construire un nouvel être vivant. C'est exactement ça, le rôle des gamètes. Et d'où viennent-ils, ces gamètes? Ils sont produits dans des organes bien spécifiques, les gonades. L'exemple de l'oursin est parfait pour ça. On voit très bien les ovaires, orange vif chez la femelle, et les testicules, plus clairs chez le mâle. Ce sont de véritables usines à gamètes. Et quand on regarde ces gamètes au microscope, c'est là qu'on voit une sacrée différence de stratégie. D'un côté, il y a l'ovule. C'est une cellule énorme, remplie de réserves pour le futur embryon, et elle est immobile. Elle attend. De l'autre côté, les spermatozoïdes. Eux, c'est tout l'inverse. Petits, des millions d'entre eux, et super mobiles. Ils n'ont qu'un seul but, foncer pour être le premier à atteindre l'ovule. Ok, on a les ingrédients. Mais en cuisine, comme en biologie, avoir les bons ingrédients, ça ne suffit pas. Il faut que la rencontre se fasse. C'est l'étape clé, le moment magique si on veut, la fécondation. Et cette rencontre, c'est une course effrénée. Imaginez, des millions de spermatozoïdes qui se lancent, mais à la fin, il n'y en a qu'un seul qui réussit à entrer dans l'ovule. C'est lui le gagnant. Une fois qu'il est dedans, les noyaux fusionnent, et hop, on a une toute nouvelle cellule, la cellule œuf, qu'on appelle aussi zygote, c'est le point de départ d'une nouvelle vie. Et à partir de là, tout s'enchaîne. La cellule commence à se diviser, encore et encore. Mais cette rencontre, comment est-ce qu'elle se passe concrètement? Il y a deux grandes manières de faire. La première, c'est la fécondation externe. C'est ce qui se passe chez les oursins ou beaucoup de poissons. Mâles et femelles libèrent leurs gamètes dans l'eau et il faut espérer que ça se rencontre. C'est un peu un pari sur la chance. L'autre méthode, c'est la fécondation interne. Là, l'union se fait à l'intérieur du corps de la femelle. C'est beaucoup plus contrôlé, plus sûr, et ça maximise les chances que ça marche. C'est la méthode des insectes et des mammifères, par exemple. Une fois que la fécondation a eu lieu et qu'on a notre cellule œuf, le travail est loin d'être fini. En fait, le vrai voyage commence à peine. Et on va voir qu'il y a deux grands chemins possibles pour passer de cette simple cellule à un adulte. Premier chemin possible, ce qu'on appelle le développement direct. Il suffit de regarder cette petite truite. Elle est toute petite, mais c'est déjà une truite, pas de doute là-dessus. Elle ressemble à une version miniature de l'adulte. Son boulot maintenant, c'est juste de grandir. Pas de métamorphose, pas de grosses surprises en cours de route. Et puis, il y a le deuxième chemin, beaucoup plus spectaculaire. C'est le développement indirect. Là, quand l'œuf est clos, il en sort une larve, comme ce verre de farine. Et franchement, ça ne ressemble mais alors pas du tout à l'adulte. Pour devenir un scarabée, cette larve va devoir passer par une transformation radicale, qu'on appelle la métamorphose. La différence entre les deux est donc énorme. D'un côté, on a un mini-moi qui grandit. De l'autre, on a une larve qui est un être à part entière, avec son propre mode de vie, sa propre nourriture. Elle doit complètement se réinventer pour devenir un adulte. C'est une stratégie super maligne en fait.
Parce que comme ça, les jeunes et les adultes ne sont pas en compétition pour la nourriture ou l'habitat. Bon, maintenant qu'on a vu toutes les pièces du puzzle séparément, les gamètes, les types de fécondation, les modes de développement, il est temps de tout remettre ensemble. Assemblons le grand plan. Ce schéma est parfait pour ça. Il compare l'oursin et l'épinoche, un petit poisson. Les deux vivent dans l'eau et les deux utilisent la fécondation externe. Jusque-là, tout pareil. Mais ensuite, leurs chemins se séparent. L'oursin choisit le développement indirect avec une larve qui flotte dans l'eau. L'épinoche, elle, choisit le développement direct. Ces petits sont des mini-épinoches. Ça montre bien que la nature peut combiner les différentes options pour créer des cycles de vie parfaitement adaptés à chaque espèce. Alors, entre le pari un peu fou de l'oursin qui libère tout en pleine mer et la stratégie beaucoup plus sécurisée du lapin avec sa fécondation interne, qu'est-ce que toute cette diversité nous apprend ? Eh bien, ça nous montre que la vie est d'une adaptabilité incroyable. Il n'y a pas une seule bonne façon de faire, mais une multitude de solutions tout aussi valables les unes que les autres. Chaque espèce a pioché dans cette immense boîte à outils de l'évolution pour trouver la stratégie qui lui permet de survivre et de continuer encore et toujours son incroyable voyage.